Hey! Coco! Bonjour, bonjour! Alors aujourd'hui, le sujet c'est les langues. Language, do you know more than one? Do you want to learn? Les langues, est-ce que vous en connaissez plus d'une? Est-ce que vous voulez en apprendre? Du coup, je parle français et un peu anglais. Et je voudrais en apprendre d'autres un jour. Un jour quand j'aurai du temps. Voilà. Mais moi c'est très simple parce que je parle juste français. Et sinon j'apprends l'anglais, j'apprenais l'allemand pendant longtemps, le japonais. Et je m'intéresse beaucoup au grec, au turc et au russe. Mais c'est surtout une approche de travail linguistique plus que de savoir le parler en fait. Bon, comme quand même, on est sur une chaîne de Mec Trans, on s'est dit ça peut être pas mal de rapprocher le sujet des questions de genre. Et du coup, on s'est posé la question du genrage ou pas des mots dans les langues dont on pouvait parler un petit peu. Comment le genre s'articule dans la langue finalement? Il existe pas mal de langues dans lesquelles les noms ne sont pas genrés et les adjectifs ne s'accordent pas. En anglais par exemple, a table, c'est une table. En français on dirait une table, mais les déterminants sont pas genrés non plus. C'est-à-dire que a se dit aussi bien pour quoi que ce soit, puisque de toute façon les objets n'ont pas de genre. Ça, je viens d'y penser, c'est la même chose en chinois aussi. Ok. Il n'y a pas de déterminant de genre et pas de genrage d'adjectifs. C'est vrai. Et comme en anglais sur les adjectifs aussi quoi. A big chair. On va pas dire grand ou grande, on dira toujours big. Quel que soit le sujet de la phrase, on n'accordera pas l'adjectif selon le genre du mot puisque le mot n'a pas de genre finalement. Oui. Et c'est le cas aussi en japonais, c'est exactement la même chose. Dans la mesure où il n'y a pas de déterminant genré pour un mot et les adjectifs du coup ne s'accordent pas en fonction d'eux. Sinon dans la plupart des autres langues, enfin en tout cas de celles dont on peut parler, il y a des genrages systématiquement, genre partout. En français, genre on en a déjà que 2, c'est déjà pas mal, mais dans énormément d'autres langues, que ce soit l'allemand, le russe, le grec, l'arabe, il y en a même 3, dont le masculin évidemment, le féminin, et aussi le neutre. Le problème c'est que c'est un neutre qui s'utilise seulement pour les objets, qui ne peut pas s'utiliser pour des personnes. Il n'y a que l'anglais qui fait exception de ça, où au-delà du neutre pour les objets, le it, il y a aussi un neutre pour les humains dont on ne connaît pas le genre ou qui ont envie d'utiliser ce pronom-là, qui est le they, qui est pas comme le it ou le ça en français. Oui, à la base c'est le pluriel. Oui, c'est ça, c'est qu'on va utiliser un pluriel pour créer un neutre qui peut s'utiliser pour les personnes, parce que le it qui est le neutre singulier ne convient pas, il est comme notre ça à nous ou comme le neutre des langues dont tu parlais. Ouais, ou comme le s en allemand ou le to en grec, ça peut pas s'utiliser pour des humains, genre vraiment pas. Alors qu'en anglais, il y a cette récupération du they qui officiellement existe, hein. Ça date de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus, qui est entré officiellement dans la langue. They est reconnu comme étant un pronom qui peut s'utiliser pour parler d'une personne singulière en tant que pronom neutre finalement. Et il me semble que c'est 2016. Les adjectifs sont toujours genrés en français. Par exemple, on va rajouter un E pour accorder au féminin, puisque finalement, on n'accorde qu'au féminin. Le masculin étant juste le radical du mot. Donc peut-être on pourrait en inventer une terminaison qui serait spécifique au masculin, de manière à ce qu'il soit plus le genre par défaut, qu'il soit plus le genre neutre, mais juste le masculin, et on n'aurait pas à inventer un neutre puisqu'il existe déjà. C'est pas le cas dans toutes les langues, ça n'est toujours pas en anglais ni en japonais. Ce qui est le cas par contre, c'est des adjectifs qui vont changer du tout au tout, enfin le mot entier va changer, pas juste la terminaison, selon si on parle d'une personne de genre masculin ou féminin. Par exemple, pour dire que quelqu'un est joli en anglais, on va utiliser pretty pour une nana, et handsome pour un gars. Le contraire se fait pas en fait. C'est-à-dire que on va pas juste dire joli ou jolieux, ce fonctionnement-là n'existe pas. Par contre, il y a des mots qu'on utilise vraiment uniquement pour un seul genre, sinon c'est chelou. De la même manière qu'en français, joli, excepté dans l'expression un joli garçon, on dit jamais d'un homme qu'il est joli. Ça sonne bizarre en tout cas.
Alors qu'on peut le dire indifféremment d'une table ou d'une chaise. C'est grammaticalement genré, mais on ne pose pas de genre sur le fait que ce soit une table. Personne ne trouve qu'une table, ça a un attrait féminin. Ah si, moi je trouve ça super sexy, je suis désolée. En japonais c'est pareil aussi, il y a des mots qui ne s'utilisent pour caractériser seulement des hommes ou seulement des femmes, et il y a même des mots qu'on ne peut utiliser qu'en étant un homme ou qu'en étant une femme. Ok. J'énonce pas d'autres genres parce qu'il n'en existe pas d'autres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un peu comme le sexisme que tu peux retrouver dans les insultes ou quoi. Donc pas mal de langues en fait. Le côté en français, si on veut insulter une femme, ça va souvent se rapporter au sexe. Se rapporter au fait qu'elle n'a pas le droit de vivre sa sexualité comme elle en a envie. Et si on insulte un homme avec une insulte qui était plutôt féminine, c'est encore pire parce que du coup, en plus de l'avoir insulté, de ce dont on traite normalement une femme, on l'a surtout traité comme si c'en était une. Et ça, c'est insupportable. Totalement insupportable. Alors que d'habitude, les insultes qui sont réservées aux hommes, entre guillemets, ne touchent pas à la sexualité trop. Parce que les hommes peuvent avoir la sexualité qu'ils veulent, du moment que c'est pas avec d'autres hommes. Ça se rapporte plutôt à rabaisser leur honneur, par exemple. Si ça touche à leur sexualité, c'est parce qu'elle ne serait pas assez active quand on traite quelqu'un de puceau ou ce genre de choses. Ouais. Si par exemple ils couchent avec des hommes, ça va pas par exemple. Bah non, c'est contre nature, c'est dégueulasse. S'il est soumis, ça va pas non plus. Bah non. Dans les pays patriarcaux, à peu près tous. Ouais, presque on peut le dire. En tout cas, ils touchent les langues qu'on parle ici. Oui. En grec, par exemple, qui est une langue qui comporte des déclinaisons, dans laquelle les noms se déclinent. Les noms de famille aussi. Le nom de famille d'un homme, ça va être son nom de famille, au nominatif, masculin singulier. La forme de base du nom, finalement, au masculin. Et le nominatif, c'est le cas dont on se sert pour les sujets ou les attributs du sujet. Le nom de famille des femmes, par contre, ça va être le nom de leur mari, ou j'imagine de leur père quand elles sont jeunes. Enfin, le nom de la famille à laquelle elles appartiennent, finalement. Leur nom de famille, au génitif. Un cas qui marque littéralement l'appartenance. Donc, une femme grecque sur sa carte d'identité, il y a écrit femme qui appartient à la famille machin. Donc elle est littéralement genre la propriété d'une famille, elle n'existe pas en tant que telle, alors que l'homme il a son nom, bon c'est le sien, elle c'est le nom de ses propriétaires finalement. Et qu'aujourd'hui, même en France, on trouve ça toujours normal que la femme prenne le nom de son mari et que les enfants prennent le nom du père. En japonais, il y a des tas de mots qui sont neutres finalement parce que le genrage est pas du tout pareil et comme j'ai dit avant, il n'y a pas de genrage des noms et des adjectifs. J'ai observé par exemple l'existence d'un mot pour parler des frères et des sœurs, qu'en français on dirait adelph, qui est kyodai, qui englobe vraiment les frères et les sœurs de façon neutre. Après, il y a des mots détaillés pour parler des frères et des sœurs en particulier genrés. La sœur aînée, Ane, et la sœur cadette, Imoto. Le frère aîné, Ani, et le frère cadet, Ototo. C'est là qu'on se rend compte que le masculin, finalement, l'emporte encore sur le féminin. Le mot qu'on croyait épicène, adelph, kyodai, finalement, quand on observe ses caractères, il se compose du kanji qui est utilisé pour le frère cadet et du kanji qui est utilisé pour le frère aîné. Donc en fait, ça traduit plutôt le mot fratrie. Oui. Parce que femmes, les sœurs, sont invisibilisées dans ce mot finalement, parce que le mot pour définir les frères et les sœurs ne se compose que des caractères des frères finalement. Ok. Ça prouve quand même que le masculin a plus de valeur et qui l'emporte sur le féminin. On a pareil dans le mot épicène pour dire cousin, cousine. Il y a un seul mot pour définir le cousin ou la cousine, qui est itoko. Et on retrouve pareil dans itoko le kanji du frère et pas celui de la sœur finalement. En allemand on va dire der Junge pour le garçon et das Mädchen pour la fille. Der c'est le déterminant masculin, das c'est le déterminant neutre. Mais du coup le neutre qui est le même que notre ça ou que le it anglais le nôtre des objets. C'est problématique de l'utiliser pour le féminin dans la mesure où der Junge on utilise le déterminant masculin et pour les femmes le déterminant neutre. Yay! Il y avait un problème là. On peut comparer ça à la lune et au soleil qui sont souvent extrêmement genrés dans plein de cultures différentes. Voilà. Parce qu'elles sont personnifiées en l'homme et la femme, le soleil étant l'homme et la lune étant la femme. En français ça fonctionne. En français ça fonctionne, c'est toujours plus ou moins comme ça que ces astres sont genrés, dans les représentations en tout cas, pas toujours dans le langage. En grec on utilise du neutre
pour la lune et du masculin pour le soleil. Finalement, à travers tous ces exemples, on se rend compte que le masculin l'emporte tout le temps sur le féminin, dans toutes ces langues en tout cas, où le patriarcat s'est bien installé, que ce soit en français, en espagnol, en grec, en arabe, et même en japonais, dans le cas qu'on a vu avec les frères et sœurs. C'est le cas même dans les pluriels. Dans le sens où un groupe non mixte, par exemple composé de personnes de genre masculin, féminin ou des minorités de genre, on va quand même dire un il général. On utilise le masculin pour une masse qui n'est pas exclusivement masculine. Alors que ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'au XVIIIe siècle, on utilisait la règle de proximité. La règle de proximité, c'est qu'on accordait l'adjectif au nom qui en était le plus proche. On disait les hommes et les femmes sont belles ou les femmes et les hommes sont beaux. Ça semble plus logique. En fait, c'est un académicien qui s'est ramené, qui a dit ouais, mais en fait, quand les deux sexes se rencontrent, le plus faible doit se laisser marcher dessus. Et du coup, le masculin l'emporte. Voilà, ce bug-là, dirons-nous. On peut essayer de le rétablir avec l'écriture inclusive en utilisant des nouvelles formes, des choses qui n'existaient pas avant. Des néolangages, justement, qu'on se crée pour rétablir une espèce de justice vis-à-vis des femmes qui sont déjà oppressées tout le temps et qui sont en plus oppressées par le langage. Je vais pas me lancer dans une étude là-dessus, mais le langage influence les populations et les populations influencent la langue qu'elles utilisent. Il y a énormément de liens entre les deux, il y a beaucoup de trucs, c'est pas du hasard si ça s'est passé comme ça. Pour rétablir la justesse de notre langage finalement quand on parle des hommes et des femmes et que le masculin l'emporte, etc., on crée nous-mêmes, en fait pas de façon officielle parce que bon, l'Académie française, je sais pas trop si on peut compter dessus à ces sujets. Apparemment pas. On crée des néologismes, des nouvelles règles qui servent à inclure au maximum les femmes, même dans des ensembles qui sont pas exclusivement féminins. Par exemple, s'il y a un groupe de personnes qui sont contentes, dans un français classique d'aujourd'hui, on serait censé dire si le groupe est mixte, ils au pluriel sont contents, TS à la fin. Mais du coup, avec l'inclusif, on essaye d'inclure aussi les femmes, au lieu de dire que les hommes de ce groupe-là sont contents et les femmes sont contentes. On pourrait un peu combiner les deux, utiliser par exemple au lieu du il au pluriel, utiliser un mélange des deux qui serait IL, c'est un mélange de il et de elle, tu mets un S, c'est du pluriel, sont contents, .e, .s, pour dire ces personnes-là, il y en a qui sont contents et il y en a aussi qui sont contentes. Comme on utilisait le E entre parenthèses, avec ce bémol quand même que la parenthèse c'est quelque chose qui n'est pas primordial, dont on pourrait se passer, qui pourrait ne pas être là. C'est vraiment du facultatif. Alors que là, l'utilisation du genrage féminin, donc par exemple souvent le E en français, mis entre tirets ou entre des points, ça met à la même valeur le genrage féminin et l'absence de genrage. Pour que tout le monde trouve son compte, on va dire on met le masculin et le féminin. Mais du coup, c'est quand même deux expressions de genre qui sont pas forcément les seules et uniques existantes. Ouais. J'aime bien all, parce que voilà, yel, du coup, c'est un pronom qu'on a trouvé qui réunit les deux. Ouais, mais qui reste binaire justement, qui réunit les deux. Et le problème, c'est qu'il n'existe pas que deux genres. Et il y a beaucoup de personnes non binaires qui n'ont pas envie d'utiliser les pronoms il et elle parce que c'est des personnes qui ne se reconnaissent pas dans les genrages exclusivement masculins, féminins et qui n'ont pas envie de les utiliser, c'est tout à fait légitime. Et du coup, oui, on crée des nouveaux pronoms. Vu que ça n'a aucune valeur officielle, n'importe qui crée celle qu'elle veut finalement, le pronom qui met à l'aise la personne. Moi je connais quelqu'un par exemple qui utilise ul, je trouve ça très joli, quelqu'un qui utilise im, comme tu disais, all, oui, le fameux al, oui, avec le E dans la, mais il est tellement joli le E dans la, et on peut le mettre partout, au lieu de mettre e, au lieu de mettre e, au lieu de mettre e.e, au lieu de mettre e/e, au lieu de mettre e-e, E dans la. En plus, on le prononce comme on veut. C'est pas officiel. Donc un ei est sympa. Combiné à all, c'est mes préférés. C'est mes préférés d'amour de. Voilà. Il n'y a pas que Yel qui utilise un mélange de il et de elle. Il y a le i, mais aussi je connais une personne qui est transféminine et qui aime pas trop le Yel parce que ça fait mélange de il et elle, mais qui du coup utilise Yel avec un y et du coup ça enlève la valeur de il. Et comme c'est une personne transféminine qui était gênée par le il, du coup c'est chouette parce que dans Yel on entend pas mal elle, mais en même temps c'est pas totalement elle. Oui.
Et du coup, c'est cool qu'il y ait des gens qui se sentent bien avec des nouveaux pronoms qui leur plaisent et qui correspondent à leur non-binarité. Et même pour les accords, on peut utiliser aussi des choses différentes que les tirets E, les points E. Je connais quelqu'un qui utilise une apostrophe à la fin pour genrer un adjectif, une apostrophe à la place. Ça ne se prononce pas vraiment, mais ça permet de mettre un genrage. Comme tu disais, par exemple, le genrage masculin n'existe pas. Bah là, c'est un genrage apostrophe. Ok. Voilà. Mettre un A à la fin, mettre un I, mettre un S, enfin vraiment, on fait ce qu'on veut. On peut créer des nouvelles terminaisons comme on en a envie. Comme c'est les locuteurs qui font évoluer la langue, Oui. bah en fait, le pouvoir nous appartient et pas à l'académie. C'est vrai. Donc c'est à nous de changer le langage, et si on veut qu'il soit moins sexiste et qu'il soit moins invisibilisant pour les femmes, on peut le faire. Nous, individuellement, on change, on écrit en inclusif. C'est ça, en vrai, les mots, il suffit de les utiliser pour qu'ils existent. Bah, de la même manière que nous, dans tous les sujets transidentitaires, on a énormément de néologismes qu'on utilise, et plus on les utilise, plus les gens les connaissent, et plus ils deviennent officiels finalement. Oui. Et un jour l'académie se rendra compte que oh tiens, ce mot est assez utilisé depuis quelques années, si on l'ajoutait au dictionnaire. Oui Georges, oui. Par exemple, le mot morinon, c'est pas du tout un vieux mot. Ça a été inventé par les Québécois qui ont récupéré la racine latine de mori pour lui donner du sens finalement, et pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire et qu'il soit cohérent. Tu rajoutes nom, et en fait ça fait littéralement une traduction de dead name, donc le nom qui est mort, ce qui signifie pour les personnes trans le prénom qu'on leur a assigné et qu'elles n'utilisent plus si elles ne l'utilisent plus. Sachant que toutes les personnes trans n'ont pas forcément un morinon. Si à ta naissance on t'a donné un nom qui était neutre ou qui n'était pas particulièrement genré, ou qui était genré dans une langue particulière mais ça se voit pas dans telle autre langue, il y a des personnes qui le gardent. Et il y a des personnes qui n'utilisent plus leur nom de naissance sans pour autant que ce soit un morinon. Parce que ces personnes n'estiment pas que la personne qu'elles étaient avant de transitionner est morte. Moi je considère plutôt que c'est le prénom qui est mort, dans le sens qu'il n'est plus utilisable, plutôt que la personne que j'ai été. La personne que j'ai été n'est pas morte, hein. C'est toujours moi, je suis toujours là. C'est vrai? Oui, plot twist. Voilà, donc en conclusion je dirais juste que changer le langage ça ne tient qu'à nous. Ouais. Je pense qu'on a assez parlé et qu'on peut faire des bijou au popo. Oh ouais, t'as fait ça au popo. À chaque fois t'as l'air de découvrir, genre ah ouais, quelle bonne idée, dis donc. Oh, des bisous pou pou pou. Mais non, mais parce que c'est bien les bisous. Bah ouais, c'est bien. Salut, à la semaine prochaine du coup. Bye. Bisous bisous. Ceci est un chat. C'est le petit chat de Virgie. Son petit bidon tout nu. Oui. Mon chat est un gros chat à poil, mais qui commence à en avoir de moins en moins. Et du coup, elle est vraiment à poil. Ha ha ha.